pense qu'il se fane avec la... Bonsoir à tous, bienvenue dans Terre des Hommes. Une météorite, une tornade, des inondations, un raz-de-marée, que sais-je? Non, l'élection de Donald Trump, ça pourrait être une catastrophe naturelle bien pire que toutes les autres que je vous ai citées, en tout cas une catastrophe pour l'environnement, pour le climat. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre ensemble avec nos invités. Est-ce que la réélection de Donald Trump comme président des États-Unis d'Amérique est une menace pour le climat pour ces prochaines années, ces prochains siècles? On en parle tout de suite dans Terre des Hommes. Pour parler de Donald Trump et de sa politique sur le climat ou de son absence de politique, j'ai le plaisir d'accueillir François Gémen. Bonsoir. Bonsoir. François Gémen, faut-il seulement vous présenter? Vous êtes donc le co-auteur du 6e rapport du GIEC. L'un des co-auteurs, modeste avec cela, mais on vous voit quand même beaucoup sur les plateaux de télévision parce que vous êtes aussi une des voix du climat. Vous avez travaillé sur de nombreux sujets, sur l'anthropocène, sur les migrations climatiques sur lesquelles vous aviez fait votre thèse. Vous avez été aussi conseiller politique de Yannick Jadot en 2022 et vous êtes évidemment un spécialiste des politiques publiques climatiques. À vos côtés, vous avez Anne-Laure Frémont. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir, vous êtes journaliste au Figaro et vous êtes notamment notre grand reporter Tintin au pays des COP. C'est vous qui suivez depuis un moment donc ces grands sommets climatiques et on a besoin de vous pour en parler parce qu'évidemment tout le sujet ça va être le retrait des États-Unis de nouveau des accords de Paris et donc le non-respect des engagements contractés lors des précédentes COP. Et enfin Madeleine Métayer, fidèle partenaire de cette émission Terre des Hommes et vous allez nous parler de votre petit chouchou tout à l'heure. Je crois savoir que vous êtes devenue une grande connaisseuse de la vie d'Elon Musk, puisque vous avez même reçu sa biographie pour Noël. Ça tombe bien, Elon Musk, on va aussi en parler. Ses biographies, s'il y en a plusieurs. Madeleine, peut-être simplement, vous étiez aux États-Unis pendant l'élection de Donald Trump, vous avez rencontré ses partisans, aussi ses adversaires. Peut-être tout simplement, est-ce que la question du climat s'est invitée pendant cette campagne ou au contraire, est-ce que vous aviez l'impression d'une forme d'indifférence par rapport à ces enjeux pendant l'élection américaine ? Alors, je tiens à préciser qu'effectivement, j'étais aux États-Unis parce que je voulais voir, je voulais comprendre et je voulais assister aux élections américaines, mais je n'y étais pas pour écrire. Ce qui a fait que mon travail était informel, mais mon but était de parler à un maximum de personnes. Avec les gens. Complètement. C'est-à-dire que c'était d'avoir le plus de personnes par jour pour discuter de ce qui les poussait à voter pour l'un des candidats. Et ce qui m'a intriguée, c'est que pour Trump, moi j'ai découvert ce sujet, la seule préoccupation apparemment de ses électeurs était l'économie. L'économie. Quand on les poussait un peu ou après 2-3 verres, ils parlaient d'immigration volontiers, mais la question de l'économie était omniprésente. Et celle du climat, pas du tout. Thank you Madeleine, that's very interesting. On va continuer en français bien sûr, même si on parle des États-Unis. On regarde tout de suite un sujet qui a été concocté par Camille Jaïr pour voir un petit peu Trump et le climat, ça passe ou ça casse. On regarde ça tout de suite. Donald Trump, célèbre pour son climato-sceptisme. Le concept du réchauffement climatique a été créé par et pour les Chinois dans le but de rendre l'industrie américaine non compétitive. Et de retour à la Maison-Blanche. Que va-t-il se passer cette fois-ci? Son grand retour est-il une menace pour le climat? Que retenir de ses premières déclarations? On vous explique. We will drill, baby, drill. Nous allons forer à tour de bras. Un slogan qui résonne comme une promesse pendant sa campagne. Relancer la production pétrolière à grande échelle. Un air de déjà-vu. Sous son premier mandat, en 2018, les États-Unis deviennent le premier pays producteur de pétrole. Et en 2023, sous l'administration Biden, cette fois-ci, ils atteignent un nouveau record historique. Janvier 2025, des incendies sans précédent ravagent la ville de Los Angeles. Et pendant ce temps, deuxième mesure du milliardaire américain, l'état d'urgence énergétique. Today I will also declare a national energy emergency. Des mots qui inquiètent la communauté internationale. Le président américain fait à nouveau la une des journaux. Son bras droit dans cette entreprise, Lee Zeldin, le nouveau monsieur climat à la tête de l'Agence de protection de l'environnement, prévoit d'abolir de nombreuses règles environnementales pour stimuler l'économie du secteur de l'énergie notamment. Il y a des réglementations environnementales que les politiques de gauche ont imposées via des lois et qui empêchent aux entreprises de se développer. Mais en réalité, il sera difficile de faire machine arrière. La loi IRA, Inflation Réduction Act, promulguée par Biden en 2022, soutient l'industrie verte. Dans certains États, c'est même devenu une manne importante.
Le Texas, par exemple, bastion pétrolier et terre pro-Trump, est devenu le champion des énergies renouvelables. Le prochain article est une lettre que nous enverrons aux Nations Unies pour annoncer que nous nous retirons des accords de Paris. Les déclarations de Trump, beaucoup de bluff semble-t-il, mais une chose est sûre, les États-Unis sortiront à nouveau des accords de Paris. La procédure de sortie sera-t-elle aussi longue qu'en 2017 ? Leur départ entraînera-t-il la sortie d'autres pays ? Quoi qu'il arrive, ce sera un coup dur pour la politique climatique internationale. Voilà, cet excellent sujet de Camille Jair qui nous permet de situer un petit peu le sujet. Alors, Anne-Laure Frémont, notamment parmi les grandes annonces fracassantes de Donald Trump, il y a l'annonce de nouveaux forages, c'est-à-dire qu'à l'heure où on essaie de se passer dans la plupart des pays développés des énergies fossiles, là, les États-Unis disent non, on va y aller et on va y aller franco. C'est ça parmi les annonces les plus inquiétantes de Donald Trump qui entourent sa réélection ? Alors, je dirais que ce qu'il y a d'inquiétant, c'est vraiment cette salve de décrets signés dès le premier jour, dès son investiture, qui montre vraiment sa détermination à se désengager des efforts pour la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, il y a le retrait de l'accord de Paris qu'on vient de voir, qui montre, qui est un véritable bras d'honneur à la solidarité internationale. Et puis, il y a en effet cette salve de décrets sur la reprise des forages pétroliers gaziers en Alaska, sur le gel des projets éoliens offshore-onshore, plus d'objectifs en termes de véhicules électriques. Voilà, il y a tout un tas de mesures qui sont prises dès le premier jour et qui montrent vraiment qu'ils se désintéressent complètement, qu'ils se désengagent complètement. Voilà, un bras d'honneur pour la solidarité internationale, pour la science aussi, et puis qui fait fi de tout ce qui se passe dans son pays, de toutes les catastrophes et du coup des catastrophes climatiques dans son pays. François Gémen, est-ce qu'il faut le prendre au sérieux, Donald Trump ? Il y a un empressement à signer ces décrets, on l'a vu, c'était des promesses qui avaient été faites à ses partisans pendant la campagne. Maintenant, est-ce que la politique qu'il va conduire pendant ces 4 années va être digne de ce qu'on vient de voir, ou est-ce que ça a un effet d'annonce, un coup de communication ? Sur le plan intérieur, je pense sincèrement qu'il va y avoir beaucoup d'effets d'annonce. Parce qu'il y a toute une série de dispositions de l'Inflation Reduction Act, donc le grand plan climat de Joe Biden, sur lesquelles il ne reviendra pas parce que ce sont des mesures de soutien à l'économie américaine. C'est par exemple des mesures de modernisation des infrastructures, de soutien aux énergies renouvelables. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il revienne sur ces mesures parce que c'est des mesures qui créent des emplois, qui créent du chiffre d'affaires, qui créent de la croissance, qui sont bonnes pour l'économie américaine. Et puis, il y a aussi le fait que la transition énergétique aux États-Unis va se poursuivre de toute façon. Le sujet l'a rappelé, l'État qui est champion du déploiement des énergies renouvelables en 2024, c'est le Texas. Ils le font par intérêt, pas parce que le Texas serait d'un coup devenu un État écolo, mais simplement parce que les investisseurs voient les prix des renouvelables qui baissent et les rendements qui augmentent. Par contre, là où il y aura un véritable effet, c'est sur la coopération internationale. Et moi, je crois que l'effet principal, c'est effectivement un signal d'attentisme et d'immobilisme qui est envoyé à la fois aux autres pays, mais aussi à tous les opérateurs de la transition, notamment aux investisseurs. En clair, on ne s'y intéresse plus, vous n'êtes plus obligé de vous investir. Et surtout, on a un revirement à 180 degrés. Or, la transition climatique, elle va avoir besoin de continuité et de stabilité dans le long terme. Et là, le problème, c'est que le signal politique qui est envoyé, c'est celui d'un revirement complet. Et donc, forcément, les investisseurs vont se dire on va attendre et on ne fait rien. Madeleine Mettet, je me tourne vers vous parce que justement, il y a des instituts qui se sont intéressés à cette question de la prospection, c'est-à-dire et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, ce qu'on voit, et comme le disait François Gémen, c'est qu'effectivement, de toute façon, les émissions de carbone des États-Unis vont décroître, mais elles vont décroître moins rapidement que ce que l'on aurait pu espérer. Oui, beaucoup moins rapidement que ce qu'on aurait pu espérer. Alors, il y a un site qui s'est penché en fait sur cette question et qui s'appelle Carbon Brief. C'est un site britannique, voilà, et qui analyse les politiques climatiques. Alors, je vais vous présenter un graphique qui montre en fait les conséquences de la victoire de Donald Trump en émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous voyez en haut, c'est la ligne de Trump. Donc, c'est ce que sa politique pourrait produire. Donc, ça pourrait produire 4 milliards de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre supplémentaires par rapport à ce qu'aurait produit la politique de Joe Biden, qui elle-même
produisait bien davantage que les objectifs fixés universellement en matière de climat. Et donc le site Carbon Brief a produit ces résultats en s'appuyant donc sur le programme de Trump, donc c'était avant son élection, pendant la campagne, et en relevant que par exemple le mot climat n'apparaissait nulle part et en notant que son objectif premier, vous l'avez dit, c'était de relancer l'économie davantage, de relancer les forages pétroliers, les forages en Alaska. Et à partir de là, les objectifs pourraient même être pires. En fait. Et c'est difficile à quantifier puisqu'il ne pourra pas totalement revenir non plus sur la politique de Biden en matière environnementale, politique qui n'était pas exemplaire, puisque sous son mandat, je le rappelle quand même, les États-Unis étaient devenus les premiers exportateurs de gaz naturel liquéfié. Donc dans tous les cas, les États-Unis ont un problème d'addiction, aux énergies fossiles. Absolument, et il faut le rappeler, que c'est sous Biden qu'on a accordé le plus grand nombre de permis d'exploitation pétrolière et gazière. Et donc, quand Trump dit « drill, baby, drill », sincèrement, il va avoir du mal à égaler le record de Biden, à donner encore plus de permis d'exploitation. Et Biden en était très fier. Et Biden en était très fier. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait de toute façon une forme d'inertie liée aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que c'est la plus grosse puissance économique, en tout cas parmi les pays développés au monde. Ils auraient des passe-droits. Les États-Unis ne raisonnent pas comme les autres pays sur le. Il y a une forme d'égoïsme de la politique américaine sur les enjeux climatiques qui ne soient pas propres à tel ou tel candidat, tel ou tel président. Anne-Laure Frémont ? Les États-Unis, c'est la première puissance. Donc évidemment, ils ont des besoins. Et puis voilà, on sait qu'en effet, en termes de climat, c'est toujours faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Bon, c'est toujours comme ça. Après, on ne peut pas nier le fait quand même que Biden a mis en place un plan climat colossal, dont les effets, en effet, n'étaient pas encore visibles. Mais il a été voté en 2022. C'est des centaines de milliards d'investissements. C'est du jamais vu. Enfin, c'était vraiment quand même colossal. Mais c'est vrai que même sous Biden, les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis ont baissé assez faiblement. C'est-à-dire qu'en 2023, on était à peu près de l'ordre de 3%. En 2024, selon les premières estimations, c'est 0,2%. Donc on est vraiment très en deçà de leurs objectifs. Sachant que leurs objectifs, je rappelle, on va revoir la courbe peut-être, effectivement. Ce qu'on voit, c'est qu'on est en 2025. Depuis l'élection de Joe Biden, il n'y a pas eu effectivement... Non. Leurs objectifs, c'est moins 50%. Réduction de moitié des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Donc ça veut dire qu'ils sont censés baisser leurs émissions de plus de 7% par an. Ils sont très très loin du compte. Surtout qu'ils n'ont plus maintenant cette ambition en fait avec Trump. C'est la grande différence. C'est-à-dire que sous Trump, ça paraît difficilement concevable. Françoise Gemelle, vous êtes un expert des politiques climatiques. Il faut toujours du temps entre le moment où on prend une décision politique et le moment où ses effets se font sentir, notamment sur la réduction des gaz à effet de serre. C'est une politique de long terme qu'il faut être capable de penser. C'est une politique de long terme et c'est pour ça qu'elle a besoin de continuité et de stabilité. Et c'est pour ça qu'évidemment la question de l'alternance politique, qui est évidemment plutôt saine en démocratie, pose des problèmes pour la transition. C'est pareil sur le Green Deal. Ce qui faisait la force du Green Deal, c'est qu'il était porté par un très large consensus, qu'il était porté à la fois par les socialistes et par la droite au Parlement européen, soutenu à la fois par la conservatrice von der Leyen et par le socialiste Frans Timmermans. Et on voit bien que dès l'instant où ce consensus politique commence à voler en éclats, eh bien, on est sujet à des revirements qui eux-mêmes envoient des signaux d'immobilisme et d'attentisme. Et donc on a besoin de cette politique. On est sur un sujet très européen. C'est vrai qu'il y avait par ailleurs dans l'enveloppe du Green Deal tout un tas de sujets qui effectivement ont provoqué des mécontentements. On l'a vu avec la colère des agriculteurs en Europe. Donc il y avait aussi cette réaction démocratique à un projet qui avait été décidé au-dessus. Politique qui a peu à peu volé en éclats, qui s'est peu à peu effrité. Ou un consensus politique trompe-l'œil qui en fait ne reflétait pas la réalité de l'opinion. Et c'est ça sans doute aux États-Unis. On va considérer que le Parlement reflète la réalité de l'opinion. C'est-à-dire qu'il était voté une très large c'est la question. Aujourd'hui, on ne ressent C'est la pas question la même justement. majorité. On a le sentiment que parfois il y a peut-être une déconnexion entre les décideurs politiques. On l'a vu au Parlement européen qui effectivement était très engagé sur le Green Deal. On l'a peut-être vu aussi aux États-Unis au moment où les investissements de Joe Biden ont été votés. C'est une représentation politique très engagée et en même temps des électeurs. Regardez les électeurs républicains que par exemple Madeleine Mété a croisés qui disent en fait nous on s'en fiche, c'est pas notre sujet. Après le plan climat de Biden est quand même censé pourvoir beaucoup d'emplois. Il y avait quand même, on parle de 400 000 emplois depuis 3-4 ans. Donc il y a quand même toute l'économie derrière. Joe Biden, il ne fait pas un plan de 400 milliards de dollars juste pour le climat. Il en fait pour l'économie, pour créer de l'emploi. Et d'ailleurs, il ne l'appelle pas plan climat, tout à fait. Précisément. Donc quelque part, stratégiquement, il évite peut-être l'erreur qui était faite en Europe de présenter ces plans qui sont avant tout des plans de stimulus économique comme des plans climat. Or, ce sujet climat
aux États-Unis très largement et dans une certaine mesure en Europe, apparaît de plus en plus comme un sujet repoussoir pour l'électorat. Ce n'est pas pour rien que Kamala Harris, lorsqu'elle est candidate, ne met pas du tout en avant cette partie de son programme parce qu'elle sait que c'est un repoussoir, notamment pour les électeurs modérés qu'elle cherche à attirer. Et ça devient de plus en plus aussi en Europe un sujet très marqué idéologiquement et perçu comme une contrainte, comme un fardeau. Et je pense que c'est là qu'il y a quelque chose qu'on ne parvient pas à faire en Europe. C'est allier l'économie et l'écologie. Allier l'économie et l'écologie, à le présenter comme un projet de modernisation et de stimulation de l'économie. Alors justement, il y a quelqu'un aux États-Unis qui était connu pour avoir allié l'économie et une ambition sur l'énergie verte, c'était Elon Musk. Souvenez-vous quand même de l'aventure qu'a été Tesla. Madeleine Vété, je me tourne vers vous, notre muskologue préféré. Comment est-ce qu'on peut comprendre le revirement d'Elon Musk sur ces sujets ? Alors, pour le comprendre, je vous propose de commencer d'abord par un petit cadeau que je vous ai fait. Alors, j'en ai qu'un. Qu'est-ce que c'est ? C'est un autocollant. Ah, c'est un bumper sticker. Un autocollant, exactement. Voilà, donc c'est fait pour les propriétaires de Tesla et ça dit « J'ai acheté cette voiture avant qu'Elon Musk ne devienne fou ». Il paraît que ça se vend très bien et donc c'est une manière… Vous avez ça à l'arrière de votre Tesla ? Devant, partout, j'en ai mis partout. Et d'ailleurs, ce qui se vend un peu moins bien, par contre, c'est les Tesla elles-mêmes. Exactement. Exactement. Et alors, pourquoi est-ce que les acheteurs de Tesla, qui étaient parmi les premiers admirateurs d'Elon Musk, ne le comprennent plus ? C'est qu'ils ne savent pas comment ils sont passés d'un homme qui présentait l'avenir comme un monde sans le pétrole. Je vous laisse regarder le titre de cette biographie, La révolution de Tesla, comment Elon Musk nous fait basculer dans le monde de l'après-pétrole. Comment il est devenu le conseiller en efficacité gouvernementale de Donald Trump, un président qui nie à minima l'influence humaine dans le dérèglement climatique, quand il ne nie pas le dérèglement climatique lui-même. Un président qui a répété pendant toute sa campagne « Drill, baby, drill », un soutien à l'intensification des forages pétroliers. Et qui vient d'annoncer, c'est tout frais, la fin des subventions publiques aux voitures 100% électriques, qui est quand même l'économie de Tesla. On y reviendra. Voilà, donc on a l'impression que c'est absurde, ce revirement muskien, mais en fait, c'est une logique propre au personnage, cynique, pratique sur le très court terme et néfaste sur le long terme. Mais qui est quand même surprenante, parce que quand il est devenu l'actionnaire majoritaire de Tesla, c'était au début des années 2000, c'était justement parce qu'il était lui-même inquiet, je ne sais pas s'il avait une anxiété, une éco-anxiété, mais il était inquiet par rapport au réchauffement climatique. Oui, et il paraissait absolument sincère. Il disait effectivement qu'il voulait développer l'énergie durable aux États-Unis, sortir donc ce pays de son addiction. Et en 2016, il a racheté l'entreprise SolarX qui fabrique des panneaux, SolarCity, des panneaux photovoltaïques. En 2017, lors du premier mandat de Trump, il est sorti du comité, en gros, des décideurs économiques qui conseillaient le président parce que Trump était sorti des accords de Paris. En fait, pour lui, c'était trop. C'était insupportable. En 2018, au micro de Joe Rogan, qui est le podcasteur le plus célèbre du monde, je peux dire, Elon Musk a pleuré en évoquant le gâchis humain. Il disait ne pas comprendre comment l'homme pouvait prendre d'énormes quantités de carbone dans les profondeurs souterraines pour les mettre dans l'atmosphère. En 2021, Tesla a suspendu les achats de voitures avec les bitcoins parce que cette crypto-monnaie, qui est la plus célèbre, est trop gourmande en énergie. Bref, à cette époque, les propriétaires de Tesla préféraient l'autocollant « Je sauve l'environnement, je possède une Tesla ». Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis alors ? Eh ben, en fait, ça paraît un petit peu cynique de le dire comme ça, mais rien. Je crois qu'il faut se représenter Elon Musk comme une personne avec sur l'épaule un petit ange qui lui parle du climat et sur l'autre, en fait, un mi-ange, mi-démon, un homme qui lui parle d'économie, c'est business, baby, business. Et en fait, il s'est mis à raisonner, surtout à partir de 2022, en court terme et long terme. Il s'est mis à expliquer que oui, sur le long terme, très long terme, il s'est mis à parler de 50 à 100 ans pour arriver à une économie faite d'énergie durable. L'Amérique avait encore besoin du pétrole et du gaz, ce qui a fait très plaisir à Donald Trump. Et Elon Musk ne l'a même pas contredit quand il a suspendu les subventions aux voitures électriques. Pourquoi ? C'est là où il faut encore rentrer dans sa psychologie. Elon Musk, en fait, n'a pas tellement besoin des subventions publiques pour ses Tesla. Il s'est développé sur d'autres continents, donc il n'a pas besoin uniquement du marché américain et il y voit une opportunité économique. Ses concurrents en matière de véhicules électriques pourraient se casser la figure. Et par ailleurs, je le crois sincèrement, convaincu que ça va doper l'économie américaine et que ça va pourvoir des emplois. Et ça, c'est une vraie question. Anne-Laure Frémont, est-ce qu'il y a une rationalité économique ? On a bien compris l'affrontement entre la logique de court terme et celle de long terme. Mais est-ce qu'il y a une rationalité économique au fait d'abandonner, par exemple, les investissements sur les énergies vertes ? Alors,
Déjà, on n'est pas sûr encore de savoir exactement ce qu'il va faire de ce plan climat, l'IRA, on va faire simple. On ne sait pas, parce que déjà, il peut le détricoter partiellement, mais s'il veut tout défaire, il va falloir avoir l'accord du Congrès. Alors c'est vrai que l'accord du Congrès, le Congrès est à majorité, les deux chambres sont à majorité républicaine, mais beaucoup d'États républicains bénéficient des crédits d'impôt et des facilités mises en place grâce à ce plan. Donc on verra. Trump, il promet des milliers de milliards de bénéfices avec son nouveau plan, enfin sa nouvelle urgence énergétique. Ce qui est sûr, c'est que ça va pénaliser des secteurs en pleine expansion. Les États-Unis sont le 3e pays du monde en termes de production de panneaux solaires. Les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 25% l'an dernier. Alors il y a une étude et puis en plus, en face, il y a les Chinois. C'est-à-dire qu'il y a une vraie lutte pour la compétitivité face aux Chinois qui arrivent sur ce marché. C'est ça. Alors il y a déjà une étude qui disait que ça pourrait créer 50 milliards de pertes rien qu'à l'export. Donc c'est quand même non négligeable. Après voilà, reste à savoir ce qu'il va mettre dans la balance pour justement contrebalancer la perte dans les énergies renouvelables. En tout cas, pour nous, Européens, qui regardons ça de l'autre côté de l'Atlantique, il y a une vraie question qui se pose évidemment. Quelle diplomatie du climat sans les États-Unis? Même si en réalité, François Gémen, on était habitué un petit peu à se poser la question depuis un moment en réalité. Et c'est en soi un problème pour la diplomatie elle-même. De faire sans les États-Unis? À la fois, non, de faire sans les États-Unis, ça on pourrait s'y faire, mais on s'habitue à ce que les États-Unis soient dedans lorsqu'il y a un président démocrate et dehors lorsqu'il y a un président républicain. Et donc, d'une certaine manière, ça paralyse un peu la négociation. La parole officielle américaine ne vaut plus grand-chose, ou elle vaut que pour le temps du mandat. Et on sait que les engagements pris par les États-Unis sous présidence démocrate risquent d'être complètement réduits en miettes si un président républicain est élu par la suite. Et donc c'est un vrai problème pour la stabilité et aussi pour l'engagement des autres pays, puisqu'on est dans un système de coopération où les engagements des uns sont alignés sur ceux des autres. Et a fortiori en 2025, qui est une année où les pays doivent revoir à la hausse leurs engagements et l'annoncer à la COP30 qui aura lieu à Belém au Brésil à la fin de cette année, ben le risque c'est évidemment que beaucoup se disent « Attendez, si les États-Unis en font moins, moi je ne vais pas en faire plus ». Bien sûr. Alors vous avez suivi de très près la COP qui s'est déroulée à Bakou en Azerbaïdjan cette année. Donald Trump venait d'être élu président des États-Unis. Il y avait déjà dans toutes les discussions cette inquiétude. Comment est-ce que les autres pays, notamment les partenaires occidentaux des États-Unis, réagissaient et comment est-ce que malgré tout il y a un effort qui a été fait pour essayer de continuer à trouver des accords internationaux? Alors, bon, il y a en effet ce dont on parlait, c'est le risque de l'effet domino, donc ça c'est problématique. Après, point de vue de la diplomatie climatique, l'Europe, notamment à Bakou en novembre dernier, les États-Unis étaient assez peu audibles. En fait, on savait de toute façon que Trump venait d'être élu. Donc, c'est vrai qu'ils n'ont pas, c'est pas eux qui ont été mis en avant. Mais ils Côté étaient là. pays riches, ah oui, ils étaient là, bien sûr, ils étaient là. Et sous Trump, ils étaient là? Ils étaient là en fait parce que bon, on en reviendra peut-être, mais là il faut 1 an avant que ça soit effectif. C'est une décision, on a beau signer un décret. Voilà, il a signé le décret là, mais il faut attendre 1 an avant que ça soit effectif. Donc 3 ans déjà la dernière fois. Et puis il faut rappeler que les COP, elles dépendent non pas de l'accord de Paris, mais de la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui était signée en Rio en 92 et dont les États-Unis sont toujours partis. Annuel, bien sûr. Ils en font toujours partie. Même hors de l'accord de Paris, ils resteront présents au COP. D'accord. C'est pas la même chose de se dire d'accord, on est d'accord pour revenir chaque année pour discuter autour d'une table et de dire par contre on ne tient pas les engagements qu'on a pris. Oui, c'est ça. En fait, ils apparaissent comme un partenaire qui n'est plus fiable. On ne peut plus vraiment discuter avec eux. En fait, quand il y a des vraies décisions, maintenant, ça va être l'Europe du côté qui représente en gros les pays riches, qui est déjà d'ailleurs le principal bailleur de fonds en termes de finances climat. C'est l'Europe qui est numéro 1, pas du tout les États-Unis. C'est l'Europe qui fournit le plus. Et de l'autre côté, la Chine, qui elle rassemble enfin un gros bloc de pays en développement. Et on l'a vu à Bakou, c'est entre les deux, pour caricaturer un peu, que ça se fait finalement maintenant. Cet effet domino que vous craignez, François Gémen, ça veut dire qu'il y a d'autres pays maintenant qui vont commencer à dire, comme les États-Unis, c'est plus notre problème? Honnêtement, on craignait, avant que Donald Trump ne se retire de l'accord de Paris, on craignait que ce soit l'Argentine, le premier pays à se retirer. L'Argentine avait de retirer ses délégués, ramener ses délégués à Buenos Aires lors de la COP29
à bas coût. Et donc on peut imaginer qu'il y a d'autres pays, l'Argentine, le Venezuela, la Russie, potentiellement la Hongrie, on peut imaginer qu'il y a d'autres pays qui suivent. Il faut bien réaliser que l'universalité, c'est la clé de voûte de l'accord de Paris. On a choisi de ne pas avoir des limites contraignantes aux émissions et en contrepartie, on embarquait tout le monde. Et donc, si on n'a plus tout le monde et qu'on n'a pas non plus les limites contraignantes, c'est un peu comme si on avait la double peine et l'architecture de l'accord vole en éclats. Bon, il nous reste quelques instants pour conclure. En un mot, parce que c'était quand même un peu le sens de cette émission, est-ce que la planète va survivre à l'élection de Donald Trump ? Vous avez quand même l'air de dire qu'il y a une rationalité économique qui nous flèche de toute façon vers un avenir plus vert dans l'industrie, dans les énergies. Mais forcément, on va perdre quelques années, quelques décennies peut-être. Comment ça va se chiffrer ? Quelles vont être les conséquences ? Est-ce que Donald Trump, il y a un lien direct entre son élection politique et la température qu'il fera d'ici quelques années dans le monde ? Alors, je ne vais peut-être pas répondre à toutes ces questions en 15 secondes, mais ce que je pourrais dire, c'est que le fait que le deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre de la planète se retire de l'accord, c'est quand même un très très mauvais signal. On l'a vu pour toutes les raisons qu'on a évoquées. C'est un mauvais signal, surtout parce que les pays déjà ne font pas assez pour respecter l'accord de Paris et qu'on se dirige déjà avec les plans, les engagements actuels, à un réchauffement de 3 degrés d'ici à la fin du siècle. Donc déjà, on n'est pas du tout dans les clous. Donc là, le retrait américain, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Ça n'améliore pas une situation qui était déjà mal engagée. Est-ce que je résume bien les choses ? C'est aussi, je crois, profondément mauvais pour l'économie américaine. Réinvestir maintenant dans les énergies fossiles, ça serait comme si la France avait réinvesti dans le Minitel au début des années 90, alors qu'Internet commençait à arriver, parce que le Minitel continuait à rapporter encore quelques euros avec le téléphone rose. C'est un retour en arrière. Eh bien écoutez, je vous propose une clause de revoyure. On se reverra sur ce plateau d'ici 2 ou 3 ans pour faire le bilan de ces quelques années de mandat Trump. En tous les cas, nous, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission de Terre des Hommes. On va partir au ski, tiens. Est-ce que l'on peut encore skier sans que ça soit un scandale écologique ? On va voir que des stations de ski essayent de s'y mettre. Vous verrez si vous êtes convaincus ou pas. À bientôt sur Terre des Hommes.